Bonjour à tous, donc on se retrouve sur cette vidéo qui fait suite au cours sur la Déclaration des droits de l'homme, donc du 26 août 1789. Et donc on se retrouve pour un petit 2, la France sous la monarchie constitutionnelle. Et donc on va voir un peu ce qui se passe en France sous cette monarchie constitutionnelle entre 1789 et 1791. 1791 étant la validation de cette constitution. Donc, la monarchie constitutionnelle ne va réellement jamais être mise en place et on verra pourquoi. Alors, première question, qu'est-ce qui différencie le nouveau régime d'une monarchie absolue de droit divin et par qui l'Assemblée nationale est-elle élue? Alors, si on regarde l'Assemblée nationale, elle est élue par les citoyens les plus riches et âgés d'au moins 25 ans. On a ici un suffrage censitaire par opposition au suffrage universel où là tout le monde vote. Du moins au 19e siècle, les hommes votent tous à partir d'un certain âge, généralement 21 ans. Ici, vous voyez 25 ans et c'est basé sous des critères de richesse, c'est-à-dire qu'il faut être assez riche pour pouvoir voter. Alors, ce nouveau système donc donne la part belle à ce qu'on appelle la nation. Le roi doit composer avec la nation. On a ici une alliance. Le roi prête serment à la Constitution. Donc, le roi valide tout ce que la Révolution a fait jusqu'alors. Le roi se retrouve obligé de traiter avec les révolutionnaires. Le roi n'est plus monarque de droit divin. Il n'a plus tous les pouvoirs. Si on regarde, les pouvoirs du roi sont limités, hein. Il nomme et révoque les ministres. Il peut proposer la guerre et la paix, pouvoir assez important, on le verra. Et il est également bénéficiaire d'un droit de veto qui lui permet de s'opposer à n'importe quelle loi proposée par l'Assemblée nationale pendant une période de 4 ans. Ce qui veut dire que si les révolutionnaires, si l'Assemblée nationale met en place une loi, le roi, en mettant son veto, en latin veto, vetare, c'est je m'oppose littéralement, le roi, en mettant son veto, peut empêcher pendant 4 ans que la loi soit appliquée. Un pouvoir relativement fort quand même. Mais en tout état de cause, on passe d'un roi absolu, un roi qui avait tous les pouvoirs, à un roi qui doit désormais traiter, accepter donc l'Assemblée nationale et traiter avec l'Assemblée nationale. Citez quelques départements qui portent le nom de cours d'eau, des noms de montagnes. À votre avis, pourquoi les départements ont-ils un rayon de 40 km maximum? Alors si on regarde, des départements français créés au moment de la Révolution en 1790, ce découpage administratif va reprendre dans une large mesure les cours d'eau ou alors les montagnes. On le voit assez facilement, ne serait-ce que chez nous, le Haut-Rhin. Prenez Bas-Rhin, prenez le Haut-Rhin. On va retrouver, par exemple, sur les cours d'eau, on peut regarder, vous avez la Loire, vous allez trouver la Seine, trouver la Somme, vous allez trouver l'Oise, le Gard, l'Hérault, ça ce sont des cours d'eau. De la même façon, vous allez avoir tout ce qui est montagneux. On a les Basses-Pyrénées, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales. Vous allez avoir les Vosges, près de chez nous, le Jura. On va retrouver donc différentes montagnes qui vont servir à nommer les départements. Alors, l'intérêt du département, c'est qu'il soit relativement petit. L'objectif, c'est de pouvoir réaliser donc la traversée du département en peu de temps à cheval. Donc l'objectif, c'est que il y ait une proximité en fait avec le chef-lieu, que n'importe qui puisse aller au chef-lieu assez rapidement. Et d'où la taille des départements qui est réduite. Alors ici, on a une caricature. On vous parle ici de la confiscation des biens du clergé. Le clergé, je vous le rappelle, ce sont les religieux. Les religieux, et certains parmi eux, sont extrêmement riches. Les grands évêques sont par exemple extrêmement riches. Ce clergé, donc le haut clergé, dispose de champs, dispose de seigneuries. Donc ils vont lever les impôts payés par les paysans par exemple. Ce haut clergé est assez riche. Il va être décidé par l'Assemblée nationale la confiscation des biens du clergé. Ce qui veut dire que les religieux, on va leur prendre leurs biens. Par exemple, s'ils disposent de terres, on va leur prendre leurs terres. S'ils disposent d'argent, on va leur prendre leur argent pour financer l'État.
Et donc cette confiscation des biens du clergé va notamment susciter l'opposition, donc évidemment des membres du clergé, mais également du roi, qui va mettre son veto sur cette confiscation des biens du clergé. Pour autant, les biens du clergé vont être confisqués et ce qui va être fait, c'est que les révolutionnaires vont mettre une constitution civile du clergé qui va pousser donc les religieux à prêter serment également à la Constitution. Les religieux qui, au départ, ne prêtaient aucun serment, puisqu'ils sont liés au pape, vont devoir prêter serment à la Révolution. Et donc ici, vous avez un prêtre plutôt dodu, plutôt riche. Généralement, le fait de représenter les personnes de manière assez forte, voire obèse, c'est signe de richesse pour l'époque. Et donc, ce prêtre bien dodu, en fait, va passer dans un pressoir, le dégraisseur patriote. Et une fois qu'il passe dans le pressoir, donc vous voyez il perd ses pièces. Et après, il repart donc bien amaigri. Et une fois amaigri, vous voyez que les prêtres prient, donc ils retrouvent en fait leur fonction originelle, à savoir la prière et non pas l'enrichissement. Donc voilà pour cette question numéro 3. Comment les évêques sont-ils choisis et payés? Quels sont les changements concernant les diocèses? Alors si on regarde la constitution civile du clergé, que le roi va refuser aussi, donc le 12 juillet 1790. Donc si vous regardez, pour les membres du clergé, ils vont être payés par la nation. Il y a écrit article 1 du petit 3, les ministres de la religion sont défrayés par la nation. Il sera fourni à chaque évêque, à chaque curé, un logement convenable. On a ici une fonctionnalisation de la religion. Les religieux sont désormais soumis à l'État. Donc vous avez ici donc un petit changement. On va donner les évêchés vont être fixés sur les départements et puis les évêques vont être rémunérés par l'État. On a ici une soumission de ces religieux à l'État, puisqu'ils sont rémunérés et logés par l'État. À quelle valeur le nouveau régime est-il associé? Quels sont les dangers rattachés à la monarchie absolue royaliste, à la République? Alors, le nouveau régime, si vous regardez, on va lui donner plusieurs éléments de langage. On va parler de force, de liberté, d'égalité. Vous retrouvez la devise que l'on a encore aujourd'hui. Vous retrouvez le mot union. Et puis, vous avez à l'opposé, en fait, les monarchistes qui vont être accusés de despotisme ou d'aristocratie. Et puis, si on regarde plus haut, vous avez les républicains qui, eux, vont être reliés à l'anarchie, au brigandage. Donc, la République, c'est mal parce que c'est l'anarchie. Et puis, la monarchie absolue, c'est mal parce que c'est le despotisme. Donc, au milieu de tout ça, la monarchie parlementaire telle qu'elle est créée par la Constitution achevée donc en 1791, elle permet donc la nation, la loi, le roi, elle permet donc l'égalité, la liberté et l'union de la nation. Donc le meilleur des régimes pour les révolutionnaires en 1791, c'est la monarchie parlementaire. La seule chose qu'ils imposent au roi, c'est que le roi n'est plus un pouvoir absolu, il n'a plus son pouvoir absolu, il doit composer avec l'Assemblée nationale. Alors, si on fait un bilan de ce que vous devez retenir dans ce petit passage, c'est que lorsque la Constitution de 1791 est mise en place, au bout de 2 ans de travail, elle limite fortement les pouvoirs du roi. Le roi doit maintenant discuter avec la nation qui est représentée par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a rédigé une constitution auquel le roi doit prêter serment. Vous avez des citoyens passifs et des citoyens actifs. On compte généralement 4,5 millions de citoyens actifs et 3 millions de citoyens passifs pour les hommes. Donc, sur les 28 millions de Français, vous avez 4,5 millions d'électeurs. Les hommes en âge de voter et qui sont des citoyens actifs, c'est-à-dire qu'ils payent suffisamment d'argent pour pouvoir voter. Et on a ce système donc, qui va se mettre en place avec la mise en place des départements. On va avoir la constitution civile du clergé qui soumet la religion à l'État, puisque les prêtres sont désormais rémunérés par l'État. Et ils sont également logés par l'État, à condition bien sûr de prêter serment à la Constitution.
En quelque sorte, vous avez l'Assemblée nationale qui domine à ce moment-là, à la fois donc la religion et le pouvoir royal qui doit quand même tenir compte des vues de l'Assemblée. Le roi ne peut pas décider de tout seul. Le seul pouvoir que le roi a et qui est assez fort, deux pouvoirs assez forts, celui de déclarer la guerre, et le deuxième pouvoir qui est assez fort, c'est le droit de veto, qui lui permet de suspendre toute décision de l'Assemblée pendant une durée de 4 ans. Et on verra que c'est un des problèmes qui va se poser dans les années qui vont suivre, et même dans les mois qui vont suivre, la mise en place de la Constitution, puisque le roi va user de son veto à plusieurs reprises. Il l'utilise notamment pour s'opposer à la constitution civile du clergé du 12 juillet 1790, qui donc met les prêtres sous la domination de l'État.